Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire et cette FAQ live organisée par Solutia Services et Protection Juridique. Je me présente, Samuel Cotin, je suis chef de projet marketing chez Solutia. Solutia, c'est une entreprise d'assurance juridique, donc on accompagne juridiquement plusieurs typologies de clients et on est spécialisé dans les CSE. Et donc, chez les CSE, on fait du renseignement juridique, on les accompagne dans leur mission de représentant des salariés et on pousse ces missions-là jusqu'aux salariés, donc du renseignement juridique et plein d'autres solutions qui vont avec. L'objectif de cette FAQ live, elle va se passer en 3 temps. Tout d'abord, on va vous faire, enfin Juliette et Kevin ici présents vont vous faire une petite présentation, des moments forts à connaître, de la rentrée, d'un point de vue d'abord, CSE et aussi d'un point de vue, salarié. Ensuite, on va vous donner quelques exemples de questions, qui reviennent assez souvent, chez nous. Kevin, Juliette, je vous laisse vous présenter. Je t'en prie. Je commence, c'est ça? OK. Du coup, bonjour, moi je suis Kevin Lelay, je suis, juriste, référent sur, l'activité pro et CSE. Je suis chez Solucia depuis 5 ans maintenant et donc mon quotidien, c'est répondre aux questions, donc soit notre clientèle professionnelle, soit à notre clientèle, d'élus, représentants du personnel. Voilà, et je chapeaute une équipe en plus, une dizaine de juristes spécialisés également sur ces domaines. Donc moi, c'est Juliette Cotin, je suis juriste chez Solutia depuis quasiment 3 ans. Je vais intervenir sur la partie particulier, donc ce qui concerne plutôt les salariés, de votre côté. Ça va être sur les litiges qui ont trait à la réparation de leurs dommages corporels, c'est-à-dire les accidents de la vie, là où on cherche à engager la responsabilité d'un tiers, à la suite d'un accident, donc qu'il soit, un accident dans une copropriété ou un accident médical pour aller chercher la responsabilité, de la partie adverse et après négocier avec les compagnies d'assurance. Voilà, pour les personnes qui sont arrivées entre-temps, là, je répète rapidement. On va d'abord faire une petite présentation. Soyez à l'aise de poser n'importe quelle question pendant tout le long de la petite présentation qui devrait durer une vingtaine de minutes. Vous pouvez la poser soit dans l'espace Q&R, soit dans l'espace, conversation. J'irai voir les 2 et puis ensuite on passera à la phase question, à la fin de cette présentation. Écoutez, je vous propose qu'on commence avec, les moments forts de la rentrée. Donc, tout d'abord côté CSE, Kevin, qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus? Côté CSE, on a 3 temps forts sur la rentrée. Le premier, ça va être, les budgets. Forcément, on arrive sur le dernier trimestre de l'année. La plupart d'entre vous, ont eu un exercice qui part du 1er janvier au 31 décembre. Donc c'est le moment à la rentrée de vérifier que vous êtes d'équerre sur votre budget, mais également que, vous ayez assez de liquidité, j'allais dire, pour préparer, Noël. Pourquoi? Parce qu'on le sait très bien, dans la plupart des entreprises, Noël, bah, il y a le cadeau des salariés et le cadeau des enfants. Ce sont bien 2 événements, distincts. Alors attention, la règle, c'est il ne faut pas que la somme, si c'est une carte cadeau, dépasse 5 du plafond mensuel de la sécurité sociale, à savoir cette année 183 €. Et si vous faites carte cadeau plus un cadeau genre boîte de chocolat, bouteille de vin, bouteille, de champagne, là, dans ces cas-là, il faut que la somme des 2 ne dépasse pas cette somme. Voilà, donc ça, c'est un petit rappel, c'est important parce que ça va être, maintenant, voire début octobre, vous allez commencer à passer, les commandes, donc c'est pour ça. Autre point, un peu moins festif du coup, ça va être les consultations, du CSE. L'employeur doit, faire 3 consultations chaque année, auprès de son CSE, consultation économique, consultation sur la politique sociale et consultation sur les orientations stratégiques. Sachant que sur une des 3, il va y avoir le terme sur l'impact environnemental de l'entreprise. C'est le moment aussi, le mois de septembre, de vérifier que l'employeur a bien mis dans l'agenda de l'année les consultations. Si ce n'est pas le cas, lui faire un petit rappel pour être sûr qu'au 31 décembre, les consultations soient faites. Il faut savoir qu'il y a une certaine souplesse qui est accordée par, les juges sur, sur le fait que les consultations dépassent sur le premier trimestre de l'année suivante. Pour autant, l'obligation légale, c'est une fois par an. Donc à bien vérifier.
Et enfin, le dernier point qui dit septembre dit rentrée, mais pas que rentrée des enfants, c'est aussi la rentrée dans les entreprises. Vous avez beaucoup de nouveaux ou nouvelles collaborateurs, collaboratrices, mais aussi des apprentis. Donc du coup, petit rappel, une personne qui rentre dans l'entreprise et qui est liée par un contrat, que ce soit un contrat d'apprentissage ou un contrat de travail, a le droit aux avantages du CSE dès le premier jour. Donc évitez les règles selon lesquelles pas d'avantage CSE pendant la période d'essai, par exemple. Cette règle n'est pas valide, n'est pas possible. En revanche, ce que vous pourrez faire, c'est une modulation, donc accorder moins sur la période d'essai. Voilà, les petits temps, à retenir sur, côté CSE. Je vais laisser du coup Juliette parler des salariés. Alors, niveau salariés, côté des salariés, on a beaucoup de questions à la rentrée ou juste avant la rentrée. Donc là, la rentrée scolaire est arrivée, il y a quelques jours, notamment au niveau de l'assurance scolaire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est demandé, dès la rentrée, une attestation d'assurance scolaire. À savoir que le but, d'une assurance scolaire, ça va être, de garantir les dommages que l'enfant peut causer au tiers, donc potentiellement à ses camarades. On pense souvent à la paire de lunettes du camarade qui a été cassée, mais aussi, garantir les dommages que lui peut subir, notamment corporels. L'assurance, scolaire en tant que telle, elle n'est pas légalement obligatoire. Attention, il y a certaines circonstances, elle est facultative pour toutes les activités scolaires, qui sont obligatoires. Mais elle est obligatoire pour les activités scolaires facultatives et périscolaires, donc notamment la cantine et les sorties scolaires. Donc ça, c'est bien un point, où nous, on invite à aller regarder les contrats d'assurance, les clauses et les exclusions et votre contrat d'assurance habitation s'il n'y a pas déjà une garantie, assurance scolaire qui est prévue au contrat ou alors une option que vous souhaitez activer, sur ce contrat-là. On peut en venir du coup à l'assurance habitation qui est aussi une question qu'on a souvent, au niveau des locataires. On a la question, qui revient, régulièrement de savoir si le propriétaire bailleur, donc quand on est en location, peut nous demander, l'attestation, d'habitation. Et oui, effectivement, en tant que locataire d'un bien, vous avez obligation d'avoir justement une assurance MRH pour couvrir tous les risques, locatifs, notamment les dégâts des eaux. Donc effectivement, le bailleur peut, vous imposer de lui fournir cette attestation-là puisque cette assurance est obligatoire. Donc on vous invite vivement à le faire puisqu'effectivement, si vous ne lui fournissez pas et bien sûr s'il y a la clause qui est prévue au bail, il y a une résiliation du bail qui est possible. Et toujours dans l'esprit un petit peu habitation, qui dit rentrée dit souvent déménagement ou anniversaire d'un déménagement. Pour les locataires toujours, chaque année, si on a une clause de révision du loyer qui est prévue au bail, le propriétaire bailleur, donc notre propriétaire bailleur peut, nous demander une augmentation du loyer, une révision du loyer généralement à la hausse. Cette révision, elle se fait selon un indice. Attention, désormais, enfin depuis l'année dernière, il faut bien aller regarder dans les annexes, de son bail de location, le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, puisque, il y a certaines augmentations qui ne sont plus possibles, notamment lorsque, le logement il est classé en F ou en G. Merci Juliette pour, ces infos. On va passer maintenant à la partie, questions fréquentes qui reviennent chez nous à Solutia. Donc on a préparé quelques questions assez différentes les unes des autres. On va commencer par 3 questions, liées au CSE qui nous reviennent assez souvent côté Kevin et ensuite on partira sur 3 questions, liées aux salariés. 1re question Kevin, l'employeur refuse de valider l'ordre du jour, proposé par les élus, donc notamment le ou la secrétaire. Que peut faire, le CSE? C'est une très bonne question, Samuel. Je rigole, mais en effet, c'est une question qui revient assez souvent et c'est des problématiques, assez quotidiennes pour les CSE. Faut savoir que le code du travail aujourd'hui prévoit que l'ordre du jour doit se faire conjointement entre le président du CSE et le secrétaire. Le président du CSE étant le chef d'établissement ou son représentant. Donc ceci étant dit, ça veut dire qu'il doit se faire conjointement, donc que les 2 doivent se mettre d'accord. Qu'est-ce qui se passe si les 2 ne se mettent pas d'accord? Alors là, dans ces cas-là, on va pas pouvoir l'imposer, donc le secrétaire, donc qui représentera plutôt les élus, va pas pouvoir l'imposer à l'employeur. Par contre, il pourra saisir le juge en référé, pour que le juge tranche sur l'ordre du jour. Alors c'est pas très sympa comme procédure parce qu'on passe devant un juge. Par contre, ça peut être nécessaire, notamment quand on est sur des questions de réorganisation ou de réajustement des primes, où l'employeur est pas vraiment de bonne foi. Là, dans ces cas-là, ça a tout son intérêt d'utiliser ces mécanismes.
Dès que vous avez une question liée justement aux questions auxquelles vont répondre Kevin et Juliette, n'hésitez pas, hein, elles seront prises, comme je vous ai dit tout à l'heure, après les questions. Deuxième question, Kevin, un fournisseur n'a pas livré les cadeaux de Noël à temps, alors que les dates étaient notées dans le bon de commande. OK. Alors, dans ces cas-là, on en parlait tout à l'heure, de toute manière, c'est Noël qui approche et les cadeaux, ce que je disais tout à l'heure. Il faut bien regarder donc le bon de commande, le contrat que vous avez signé notamment. Alors, je vais aller plus loin que des cadeaux. On va être sur, par exemple, la livraison ou le crédité, les cartes cadeaux qu'ils ont déjà. Il faut bien regarder le contrat qui lie le CSE au prestataire. Donc ça, c'est valide pour n'importe quel contrat de prestation aujourd'hui. Le contrat va prévoir des clauses, d'accord? Avec en effet, donc là, dans notre cas, une date de livraison qui est prévue. Si elle est contractuelle, donc prévue dans le bon de commande, le prestataire doit faire en sorte que ce soit le cas. Il y a une certaine souplesse qu'on peut accorder avec potentiellement des pénalités de retard, mais on pourrait aller demander en effet l'application donc, du contrat. Donc ça passera par une mise en demeure, le cas échéant, la rupture de ce contrat-là, et demander des dommages et intérêts. Aujourd'hui, le code qui s'appliquera sur, ces relations-là, ce sera le code civil. Donc, c'est l'article 1217-1231-1 du code civil. 1217 sur l'application, du contrat et 1001 qui sera sur, les dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles. Quelle connaissance. Ouais, Troisième question, Kevin, le CSE veut proposer des cadeaux floqués au logo du CSE. Sur quel budget prend-il cet achat? C'est une bonne question parce que on aura tendance à vouloir prendre ça sur le budget, activités sociales et culturelles. Alors bien évidemment, si on a mis cette question-là, c'est que ce n'est pas la bonne réponse. Oui et non. C'est-à-dire que, tous les cadeaux floqués, donc ce qu'on va appeler, souvent des goodies, ça va être le petit stylo avec, le logo du CSE, ça va être la petite lampe qu'on accroche, à ses clés. Tout ça peut être considéré comme des éléments de communication. Donc vous allez pouvoir les prendre sur le budget de fonctionnement du CSE parce que c'est pour aider à la communication du CSE, donc au fonctionnement du CSE. Pour autant, il faut faire très attention, c'est que, l'Urssaf, puisqu'aujourd'hui quand on parle de budget, on parle d'Urssaf. L'Urssaf est très, comment dire? Est très tatillante sur le sujet et donc il ne faut pas que le coût de revient par salarié dépasse, à fourchette haute, 5 €. D'accord. Passer ce cap-là, l'Urssaf estime qu'il y a une mauvaise utilisation du budget de fonctionnement et que dans ces cas-là, on est vraiment dans le cadre de cadeaux. Et donc, ce sera le budget ASC. Et attention, les cadeaux ne se font que sur certains événements qui sont listés aujourd'hui sur le site de l'Urssaf. Voilà. Merci Kevin. Pour les questions qui ont été notées, on les prendra juste après. On va passer sur la phase salariée avec Juliette. Donc, on va passer sur des questions d'exemple de salariés donc de votre entreprise potentiellement qui pourraient du coup appeler celui-ci et évoquer un problème. Donc, le premier problème qu'on a noté, Juliette, c'était: mon manager me dénigre publiquement, notamment à chaque réunion d'équipe. Que puis-je faire pour me protéger? Alors, je vais parler évidemment sous contrôle de Kevin, dont c'est la matière de prédilection. Dans un premier temps, l'employé peut et doit prévenir son employeur des faits de harcèlement puisque l'employé il a obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral et il a une obligation générale de sécurité. Le salarié, il peut aussi, aller alerter son CSE et les représentants du personnel. À noter notamment qu'il y a un référent harcèlement, en principe au sein du CSE. Le salarié aussi qui se sent victime de harcèlement, peut s'en référer, à l'inspection du travail, que ce soit par courrier ou par, téléphone. Et par la suite, si malgré les alertes, auprès de l'employeur, rien n'a été fait, il y a effectivement la possibilité de saisir le conseil des prud'hommes, et il y a une prescription de 5 ans, il me semble, à compter du dernier fait de harcèlement, C'est ça. pour saisir le conseil de prud'homme. C'est ça. Merci Juliette. 2e question, j'ai acheté une voiture d'occasion. 2 semaines plus tard, elle est tombée en panne.
Quelles sont les démarches à suivre? Alors ça, c'est malheureusement un litige qu'on rencontre beaucoup, sur les voitures d'occasion, que ce soit auprès d'un professionnel, ou auprès d'un particulier. En fait, on achète une voiture à un prix, cassé ou non d'ailleurs, et 2 semaines après, la courroie de distribution ne fonctionne plus, le véhicule ne démarre plus, il y a des énormes fuites d'huile. On ne l'avait pas vu. Alors, en droit français, il y a une garantie légale donc qui s'oppose aux particuliers et aux professionnels, sur les vices cachés. Donc il y a la possibilité, il y a une option qui est prévue légalement d'aller demander soit une réduction du prix, soit une annulation de la vente. C'est-à-dire on remet les parties comme s'il y avait jamais eu de vente. Donc on rembourse, le véhicule, on restitue le véhicule, les autres frais annexes et cetera. Il y a 3 conditions à remplir, ça faut rarement les oublier. C'est que par défaut, le vice caché, il doit pas être visible au moment de l'achat, il doit pas être apparent au moment de l'achat. Ça doit, diminuer drastiquement, fortement, l'utilisation du bien, donc là, en l'occurrence de la voiture, et il doit être existant au moment de la vente. Il doit pas être, intervenu après. Ce qui est important dans ces dossiers-là, si on n'arrive pas, nous, en fait, quand on a un salarié qui nous appelle par rapport à ces questions-là, on va lui expliquer qu'il existe effectivement cette garantie-là. Vous avez l'obligation, quand vous êtes victime malheureusement d'une voiture qui tombe en panne 2 semaines après l'achat, d'aller prouver, la présence d'un vice caché. Donc le rôle d'une expertise est assez important. Donc effectivement, dans un premier temps, le salarié, il peut aller demander à l'amiable, justement soit cette réduction du prix qui correspond peu ou prou aux travaux qu'il y a à effectuer, soit l'annulation de la vente. Si ça fonctionne pas, nous, on peut avoir vocation, en tant que protection juridique, à intervenir et à mettre en place une expertise, justement, pour aller prouver qu'au sens de l'expert, il y a bien un vice caché et donc on peut engager, la responsabilité du vendeur. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement que ces litiges-là soient, résolus à l'amiable. Juliette. Dernière question, là-dessus qu'on a notée. Malgré plusieurs relances auprès du bailleur, une fenêtre de l'appartement m'est tombée dessus et je me suis blessé. Alors cette question-là n'est pas par hasard parce qu'effectivement, beaucoup de salariés appellent parce qu'ils ont des problèmes avec leurs propriétaires bailleurs, où ils demandent des réparations, des grosses réparations puisque effectivement le locataire, il a certaines obligations de petites réparations, de menues réparations. Mais sur les grosses réparations, on a beaucoup de salariés, par exemple, qui nous appellent en nous disant: «Mais je comprends pas, ça fait 30 fois que j'appelle mon bailleur ou que je lui envoie des courriers, il a toujours pas réparé ma fenêtre, sauf que là, la fenêtre, elle va tomber à un moment, ça commence à être dangereux». Donc là, le salarié, il peut effectivement chercher à engager la responsabilité de son bailleur qui, lui, a une obligation, d'entretien et de réparation du bien. Il doit fournir un logement décent, le clos et le couvert. Il a beaucoup d'obligations en tant que bailleur. Donc le salarié, dans un premier temps, si malheureusement il est victime d'un dommage corporel, il peut, aller demander à son bailleur de déclarer à son assurance pour justement être indemnisé par la suite de ces dommages corporels. S'il n'y arrive pas, effectivement, nous, on peut avoir vocation, à intervenir justement pour aller, dans un premier temps, chercher cette responsabilité qu'à minima, le bailleur déclare à son assureur, et par la suite, si, une responsabilité, est engagée, aller justement négocier avec la compagnie adverse. Merci Juliette. Voilà pour les questions, qu'on avait préparées. L'idée, c'était vraiment de vous donner des exemples, de toutes les questions que vous pouvez nous poser. Donc d'abord, évidemment, je pense que les questions qui vont venir en premier, c'est des questions, liées à votre CSE. Donc tous les litiges, toutes les questions juridiques ou les questions de fonctionnement qui peuvent vous venir, n'hésitez pas à les noter dans les conversations. Et après, l'idée des exemples salariés, c'était de vous montrer, si jamais vous avez des exemples, de la vie privée, de la vie courante de vos salariés qui sont remontés auprès de vous, ou que vos salariés vous ont remonté. N'hésitez pas à poser n'importe quelle question pour qu'on y réponde. Kevin, on a déjà 2 questions. La première est arrivée tout à l'heure quand tu as parlé des cadeaux de Noël. OK. C'est monsieur Martin qui pose ça et il demande: «Concernant les bons cadeaux de Noël, vous avez parlé d'une limite, 183 €, mais comment est-ce que cela se calcule? Exemple, si nous donnons 70 € à l'employé, plus 100 € par enfant à charge et que l'employé a 2 enfants, on dépasse donc l'enveloppe, non?» Eh ben non. Pourquoi? Merci de poser la question, ça fait non, je rigole. Non, parce qu'en fait, l'Urssaf, je vais vous retrouver la liste en même temps, ce sera beaucoup plus simple. Heu, hop, l'Urssaf, en fait, prévoit 11 événements, sur lequel, en fait, on peut faire des cadeaux, cartes cadeaux jusqu'à 183 €. D'accord? Donc dans ces événements, vous avez un événement qui s'appelle le Noël des salariés
et un événement qui s'appelle le Noël des enfants. Du coup, on se retrouve à avoir, vous pouvez faire 183 € pour le papa ou la maman, et ensuite 183 € pour les enfants. Par contre, c'est les enfants, c'est pas par enfant. Ouais. Donc, on peut se retrouver au moment de Noël de faire 183 fois 2, par exemple. Après, c'est à vous de bien gérer votre budget pour être sûr que on puisse faire la même somme pour l'ensemble des salariés. J'espère que la question a été répondue. On a une deuxième question de monsieur Seymour. Notre CSE réserve les œuvres sociales uniquement aux salariés ayant au minimum 6 mois d'ancienneté. Est-ce légal? Du tout. C'est C'était exact, légal. c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas légal. Vous pouvez diminuer, par exemple, si, il y a des, vous intervenez, par exemple, sur ce qui arrive souvent, vous remboursez les abonnements sportifs à la salle de sport. Là, dans ces cas-là, vous pourrez très bien moduler ce remboursement sur le 6 premiers mois, le temps de la période d'essai. Par contre, vous ne pouvez pas dire que pendant 6 mois, le salarié n'a pas le droit aux œuvres sociales et donc aux avantages du CSE. Parce qu'en fait, j'explique donc déjà parce que c'est discriminatoire aux yeux de la loi, et ensuite parce que, faut savoir que, votre budget ASC ou de fonctionnement d'ailleurs, c'est un pourcentage de la masse salariale. Donc si à l'instant T, vous ne sentez pas forcément que votre masse salariale, parce que l'employeur fait un versement 1 fois, en 2 fois ou en 6 fois, par exemple, vous allez pas le sentir, mais après l'employeur va procéder à des ajustements. Et donc en fait, il y a la masse salariale, donc ces salariés-là qui viennent d'entrer dans l'entreprise, en fait, vont permettre d'augmenter la masse salariale de l'entreprise. Donc techniquement, ils y ont le droit parce qu'il y a on va appeler ça une cotisation qui est faite implicitement. Et pourtant, parce que moi, je parlais de compléter la Ouais, question, parce vas-y. que du coup, ça m'intéresse. Au niveau, par exemple, il y a des distinctions qui sont faisables entre contrat CDI, contrat CDD, Du tout. des cadeaux peuvent être différents. Non, pas du tout. Non plus. On est Tu censé tu tu être peux sur pas. la C'est même. à partir du moment où tu es dans l'entreprise, Ok. que ce soit un contrat d'apprentissage, de professionnalisation ou un CDD, un CDI, dans ces cas-là, en fait, tu as le droit aux avantages du CSE. Par contre, le CSE, là, sa marge de manœuvre, là où il a le droit, c'est qu'il va pouvoir dire, bah, pour une personne qui a 3 mois d'ancienneté, il ne pourra avoir que 50% du remboursement du sport. Et il devra attendre arriver au 6e mois pour demander les 50% restantes. Donc ça, il va pouvoir. Par contre, il ne pourra pas dire: «J'attends qu'il ait 6 mois d'ancienneté pour qu'il puisse bénéficier de quoi que ce soit». Qu'en est-il des stagiaires? Les stagiaires, normalement, de mémoire, les stagiaires ont le droit également, parce que le code du travail prévoit que les stagiaires en entreprise doivent bénéficier des mêmes droits et avantages que les salariés. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, Qu'importe la du durée CSE. du stage. Exactement. Après pareil, c'est à vous dans le règlement intérieur. Généralement, on préfère faire un règlement intérieur qui est vraiment lié au fonctionnement et après un règlement des ASC, de faire une communication en disant que, voilà, vous accordez des avantages aux stagiaires et peut-être moins, plutôt réduits parce que là, pour le coup, les stagiaires, eux, ne rentrent pas dans la masse salariale. Souvent, c'est des stages de moins de 3 mois, Faut que ce donc soit écrit, quoi. oui, Sinon, c'est pas de évident. toute manière, quoi qu'il arrive, toutes les règles ASC, et ça, c'est vrai, si j'ai un conseil que je dois donner plus que tout, ça va être ouais, c'est vraiment, vous faites tout par écrit. Vous faites un vote, vous faites un draft de toutes les règles que vous voulez appliquer, avec des modulations et non pas des exclusions, et ensuite, vous le faites voter et après vous le communiquez à l'ensemble des salariés. Comme ça, au moins, les règles, elles sont claires, elles sont dites, elles sont faites. Et il y a une précision qui a été ajoutée encore une fois, stagiaires non rémunérés également. Ouais, OK, à partir du moment parce qu'un contrat de stage, ça reste un contrat. ça reste un contrat. Ça reste un contrat. Et c'est pour ça qu'il faut juste, dans ces cas-là, utiliser, voilà, faire une modulation. Voilà sur les questions, liées, liées aux enveloppes et aux avantages et TSE. Ah bah, on a encore une question pour les intérimaires aussi, je suppose que c'est la même réponse. Pas du tout. Ah OK, bah, très bonne question. Parce qu'un intérimaire, il est certes, il a le droit au même, alors ça va être plutôt par rapport au chèque vacances, pas chèque vacances, hein, bon, ça va plus, à la carte, resto, enfin,
OK. Les chèques resto, j'y arrive. Mais pour autant, au niveau du CSE, il n'est pas membre, en fait, il est pas membre, il n'est De pas lié l'entreprise. exactement, il n'est pas lié à un contrat avec un contrat, il est lié par un contrat de mise à disposition. Et encore, c'est l'agence d'intérim qui est liée par un contrat de mise à disposition avec l'entreprise, Mmh. mais l'intérimaire, lui, il est lié par un contrat avec l'agence d'intérim. D'accord. Donc ça reste que de la mise à disposition. Enfin que, c'est déjà pas mal, mais Nouvelle question qui arrive, c'est parfait là, ça s'enchaîne, pile, avec tes explications. On a une nouvelle question sur, l'ancienneté. oui. C'est monsieur Galimand qui revient sur l'ancienneté. Il dit qu'ils ont un règlement intérieur qui précise minimum 6 mois, continus pour tous les avantages. Exemple, aide aux vacances, mariage, Pacs, OK. et cetera. Est-ce que ça, c'est légal aussi? Enfin, du Je coup, ta pense que la question? question, ça doit être ça. OK, ça marche. Bah, toujours, enfin, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que, ça pourrait passer, c'est si on parle de modulation derrière. C'est-à-dire que si on dit que pour avoir i au bout de 6 mois, il aura tous les avantages, moi, ma question derrière, qu'est-ce qui se passe sur les 6 premiers mois? OK. À quoi a-t-il droit? Ouais. Il faut absolument Il qu'il y ait il faut que ce soit défini. ouais. Autrement, si on dit: «Bah, il a le droit à rien», dans ces cas-là, on n'est pas bon. En fait, c'est ça. OK, donc il y a pas de question de délai ou quoi que ce soit et si question de délai il faut qu'il y ait, des avantages clairement définis pour les personnes, de moins de 6 mois. C'est ça. OK. OK, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions autres que, par exemple, les cadeaux? Si jamais vous avez des questions, je pense notamment à vos salariés, ça peut être intéressant pour qu'on vous montre, Est-ce que ce tu qu'on veux que fait. je liste, les 11 événements? Eh beh, vas-y, ouais, très bien. Du coup, parce que du coup, j'en ai profité Mmh, pour aller les vas-y. retrouver. Quand je vous disais, donc c'est 183. On va parler plutôt de 5 du plafond mensuel de la sécurité sociale, puisque ça, au moins, ça bouge pas. Mmh. Cette année, il s'avère que c'est 183 €. Mais donc c'est ce plafond-là pour 11 événements, donc pour chaque événement. Donc on a la naissance, l'adoption, le mariage, le PACS, le départ à la retraite, la fête des mères, la fête des pères, la Sainte-Catherine et la Saint-Nicolas. Pourquoi? Parce que c'est les vestiges d'une société patriarcale. Boum, ça c'est dit. Et ensuite, nous avons le Noël des salariés et le Noël des enfants jusqu'à 16 ans révolus dans l'année civile. Mmh. La rentrée scolaire pour les salariés et les enfants de moins de 26 ans cette fois-ci. Voilà, donc ça, c'est tous les événements. Il y Après a, bien monsieur Galimand qui ouais, dit Saint-Nicolas, point d'interrogation. L'URSSAF nous avait dit non. et beh, pourtant c'est sur le site, je vais vous mettre, ils ont accès à la communication, enfin la conversation? Oui, ils ont accès à la conversation, c'est Je vais là-dessus. vous mettre le lien dans la conversation. Et en fait, sur le site de l'URSSAF, vous avez bien la Saint-Nicolas qui apparaît, qui est une spécificité plutôt de l'est de la France, d'ailleurs. Voilà, et donc là, sur le site que je vous ai mis, c'est le site de l'URSSAF. Il faut savoir que le site de l'URSSAF lui est opposable. Donc tout ce qui apparaît sur le site de l'URSSAF, vous pouvez dire à l'URSSAF: «Bah, vous l'avez mis en communication, donc vous ne pouvez pas me le reprocher». OK. C'est un motif, de Oui, parce qu'autrement, en effet, il faudrait un redressement derrière en disant, parce qu'en fait, l'idée du cadeau et des chèques cadeaux, c'est que techniquement, c'est considéré comme un avantage en nature. Un avantage en nature, c'est de la rémunération. Qui dit rémunération, dit cotisation sociale. d'accord. Donc par le biais de, les cadeaux et des chèques cadeaux du CSE, en fait, il y a une exonération des charges sociales et patronales, d'ailleurs. Donc du coup, l'URSSAF va regarder et c'est pour ça qu'il précise que c'est sur ces événements-là qu'il y a une souplesse à hauteur de 5 du plafond mensuel de la sécurité sociale. Si on dépasse, là, dans ces cas-là, on doit payer des charges. C'est pour ça que je dis bien, faites attention quand vous faites cadeau plus chèque cadeau, que la somme des 2 ne dépasse pas 183 €. Voilà, on a répondu à cette question. Attends, je crois qu'il y a une question que je n'avais pas vue il y a 6 minutes ah si, attends, salarié démissionnaire. Oui, je viens de Ouais, l'avoir. on l'a vu tout à l'heure, mais on Non, l'a oui, mais enfin, je ne l'ai pas traité, ouais, tu l'as pas oralement. traité. Oui, alors Peut-être concernant répéter la question du coup pour ouais, ceux qui l'ont pas vas-y. forcément vue. Concernant les salariés démissionnaires, on doit leur donner également. Donc là, je suppose qu'on Les parle avantages du des CSE. avantages Pour moi, c'est ouais. du CSE, mais un salarié démissionnaire, tant que la démission n'est pas effective, et quand je dis effective, c'est qu'il n'a pas quitté l'entreprise, il est toujours salarié de l'entreprise. OK. Donc sa rémunération est toujours dans la masse, dans la masse Ouais, salariale. Merci. même sur la phase de préavis.
même sur la phase de préavis. Et donc, du coup, il aura toujours droit jusqu'au dernier jour aux avantages du CSE. Ok. Autre question Oui. de Winnie. Quels sont les recours pour les salariés si le CSE réserve les œuvres sociales aux salariés de l'ancienneté? Et ben dans ces cas-là, c'est une très bonne question, Winnie. Merci beaucoup de l'avoir posée. Dans ces cas-là, le salarié pourrait potentiellement saisir le tribunal pour demander une application, forcée, j'allais dire, des avantages et pourrait potentiellement aussi, puisque dans ces cas-là, on serait dans un cadre de discrimination, demander des dommages et intérêts. Alors attention, on ne serait pas devant le, conseil des prud'hommes, normalement, c'est le tribunal judiciaire. Pour revenir, tu es en train de lire la question? Ouais, Pour et je revenir, vais enlever pour pas la lire. ah, tu veux pas la lire? Non, que je préfère que tu la lises. Ok. Pour revenir sur la tolérance par l'URSSAF des 5 euros pour les goodies pris sur le budget de fonctionnement en lien avec la com du CSE, Ouais, est-ce écrit quelque part? et je crois qu'on a mélangé 2 informations que j'ai données dans la même Ouais, phrase. à mon avis. Parce que là, Recommence. on parle Alors de revenir sur la tolérance par l'URSSAF alors la des 5 tolérance des euros pour les goodies. 5 €, OK, on est sur les 5 €. C'est écrit nulle part, c'est juste de la pratique, pour le Ok. coup. Il y a pas de communication, officielle de Oui, ce l'URSSAF. que tu disais, c'est Ouais, juste, faut éviter de déconner. c'est pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, c'est la pratique. Aujourd'hui, on a, 450, je crois, salariés, genre, CSE, en client. Du coup, c'est la pratique qui parle où, il y a vraiment cette tolérance. Mais c'est pour ça, il faut vraiment pas dépasser et j'insiste dessus, c'est que, on a eu des cas où, l'URSSAF, l'inspecteur a estimé que, 10 €, c'était déjà trop cher. Parce qu'on est dans une entreprise de 800 salariés, bah, on fait vite le calcul, ça revient vite à un coût. Mmh. Et je comprends, enfin voilà, l'URSSAF comprend que le budget de fonctionnement, c'est le budget où on a le plus de mal à utiliser. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il va falloir, Ouais, ils essayer estiment que c'est plus une question de communication du PSE, mais exactement. Il faut que ce soit un coût qui reste que la fourchette haute. et quand tu parles de 5 euros, c'est 5 euros, qu'importe le nombre de cadeaux. Il faut juste, que la fourchette totale par salarié soit environ 5 Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Après par cadeau. voilà, mais après, il ne faut pas non plus que ce soit une multitude de Ouais, cadeaux non plus. Derrière, le but étant que ça reste quand même l'objectif premier. Et du coup, je vais rebondir sur comment utiliser les 2 budgets. Il faut que l'objectif premier soit de la communication et non pas un cadeau. ouais. Et donc, petit moyen mémotechnique pour retenir quel budget je dois utiliser quand j'ai une dépense. On regarde la finalité, toujours la finalité de ce qu'on va faire. Aujourd'hui, je veux communiquer un goodies pour communiquer, on va pouvoir utiliser du fonctionnement. Je veux, faire un cadeau, là c'est de l'ASC pur. Je prends une salariée dont le travail sera à 100 la gestion des œuvres sociales. Là, dans ces cas-là, son salaire ne sera pas sur du fonctionnement, mais sera sur le budget ASC. Parce que la finalité de son travail est les œuvres sociales uniquement. D'accord. Maintenant, si c'est une secrétaire, au sens métier, pas au sens secrétaire du CSE, qui est vraiment là pour aider les élus, dans le fonctionnement du CSE. Là, dans ces cas-là, alors sur l'emploi, c'est toujours un peu, on va dire une secrétaire administrative. Du coup, dans ces cas-là, ça pourrait passer sur le fonctionnement. D'accord. Mais si vraiment elle est vraiment, mise que pour les ASC, là, dans ces cas-là, ce sera ASC. Merci pour cette précision sur les budgets, Kevin. Avec plaisir. N'hésitez pas vraiment si vous avez, n'importe quelle question, liée soit au fonctionnement du CSE comme on vient de le dire, soit à des litiges que vous auriez pu connaître en tant que CSE, que ce soit avec, des fournisseurs, des prestataires, l'employeur, au sein de votre entreprise. Ou même si vous avez des exemples, parce que vous voulez, voir comment ça se passe, côté salarié s'ils appellent celui-là, hésitez pas si jamais vous avez déjà eu des litiges, que vous connaissez chez vos salariés pour les partager. On a une nouvelle question. L'employeur peut-il imposer des horaires à un salarié en Donc forfait heure? alors le principe du forfait, à ne pas confondre avec le forfait jour, du coup, c'est bien de parler de forfait heure et non pas de forfait jour. Mmh. Le forfait heure, c'est on doit faire un nombre d'heures. Forfait jour, c'est on doit faire un nombre de jours généralement sur l'année ou en tout cas sur une période plus importante que la semaine. Techniquement, le principe même du forfait, c'est, qu'on ait une certaine souplesse sur comment organiser. Par contre, l'employeur peut, utiliser des plages horaires.
Donc, c'est-à-dire, souvent, on va retrouver ça dans des conventions de forfait. Donc, la convention de forfait, c'est ce qui va mettre en place le forfait entre un salarié et un cadre d'ailleurs, puisqu'il n'y a que les cadres aujourd'hui qui ont le droit d'être au forfait, un cadre et l'employeur. Il y a une plage horaire, par exemple, souvent, l'employeur, le salarié s'engage à être sur son lieu de travail entre 9h30 et 16h30, par exemple. Mais après, comment on gère les horaires, ça, c'est à lui de voir. Mais il faut que sur cette plage-là, on a besoin que le salarié soit là. Ça, c'est tout à fait légal. OK. Donc, concrètement, un forfaiteur, il peut, du Exactement. moment qu'il l'annonce, il y a, je pense, un Ouais. délai d'annoncement. Mais non, mais enfin, même généralement, c'est déjà dans la convention, en fait. OK. Dans ta convention de forfait, il y a déjà marqué que voilà, sur cette plage horaire-là, tu peux commencer à 9h, tu peux commencer à 8h si tu veux, mais entre 9h30 et 16h30, alors c'est l'exemple que je vous donne, hein, ça peut être entre 10h et Tu 16h. dois être présent. Voilà, on a besoin que tu sois présent. Et OK. là, dans ces cas-là, et après, le temps que tu fais, il faut savoir que normalement, tu vas faire à minima 35 heures dans la semaine, Mmh. d'accord? Mais après, c'est à toi de gérer. Et pour les cas où il s'agit d'horaires variables? Par exemple, je pense, des horaires vendeurs ou quoi que ce soit et du coup, ça va changer, ils vont avoir des plages différentes. Alors, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit au tout début? Ah, Je t'ai dit que, c'est pas du forfait une intégré. une convention de forfait, donc Ouais. être au forfait, ce n'est propre qu'au cadre. Ah, très bien. Généralement, si tu es vendeur, tu seras employé. Ouais, donc tu Potentiellement, tu pourrais être agent de maîtrise, mmh, mais tu ne seras pas cadre. OK. Par contre, un responsable de boutique, Ouais, par exemple, là, dans ces cas-là, enfin, il y a pas d'intérêt dans l'employeur le mettra soit au forfait jour, mmh, là, dans ces cas-là, bah, c'est tant que tu as du travail, en gros, tu es là, et ou alors il le mettra, tu peux être cadre, ce qu'on appellera un cadre intégré, et donc tu seras à l'heure aux 35 heures comme tout le monde. OK. Nouvelle question. Si on peut limiter l'accès au CSE suivant l'ancienneté, est-il possible d'inclure une clause de présence au moment de l'événement? Exemple, un voyage organisé en mai avec participation du CSE et fin de contrat de l'employé en avril. Oui, ça c'est possible. Là, il y a pas de souci. Donc ça va être la même chose, donc cet exemple, il y a pas de souci, il marche très bien. Ça va être le même cas, par exemple, avec, les chèques vacances. OK. On pourrait très bien dire: «Les chèques vacances de cette année, sont dus pour les salariés qui sont présents dans les effectifs à telle date OK. ou à la date de, distribution», par exemple. Ça marche. Il y a pas de souci. Parce qu'on est dans une logique de, modulation. On n'exclut pas une partie de la population à proprement parler. On vient mettre des règles sur comment ça va fonctionner, la distribution, le partage, l'organisation du voyage, si on reste sur l'exemple qu'on vient de donner. Donc si on prend l'exemple tout à l'heure du salarié démissionnaire, si au final, son préavis se termine, avant la date de distribution des chèques, vacances, même s'il avait demandé des chèques vacances, il va pas l'avoir? Non. OK. Après là, le risque derrière, C'est de c'est que le CSE a déjà, oui, oui, c'est remboursé si jamais il y a une participation de la part, salarié pour les chèques vacances. Et après le CSE aura peut-être déjà commandé finalement ah oui, ah oui, les OK. chèques Ah ouais, vacances, si les on reste sur la version matérialisée, ou alors commander le transfert vers des cartes, si on est sur la version OK, dématérialisée. et donc là, la décision revient au CSE de revenir Exactement, tout à fait. OK. Une convention de forfait jour formalisée est-elle obligatoire quand l'employeur signe des contrats au forfait jour avec ses cadres? À partir en fait, la convention de forfait, Mmh. c'est quand on bascule sur du forfait. Mais si le contrat de travail un contrat, c'est une convention. Donc si le contrat de travail, il y a déjà une clause de forfait qui est prévue dedans, ça suffit. OK. Par contre, attention, il faut bien juste au moment des EAD, entretien annuel d'évaluation, qu'il y ait une partie sur, la charge de travail des salariés au forfait. Pour, s'assurer que, on n'est pas sur une surcharge de travail. C'est, voilà, le petit point de contrôle sur les conventions de forfait, enfin sur le forfait en tout cas. Mais, si le contrat de travail prévoyait déjà que le salarié est au forfait, il n'y a pas besoin d'avoir un document annexe, sur la convention de forfait. Convention de forfait, c'est vraiment quand on passe à l'heure vers le forfait. OK. Je regarde, pour le moment, on n'a plus de questions. Il nous reste encore un petit quart d'heure, donc si jamais vous avez, d'autres questions, toujours pareil, hein, sur le fonctionnement du CSE ou sur des exemples, de cas de salariés, hésitez pas, c'est le moment. Sachant que comme on m'a posé la question au tout début
de ce webinaire. Nous, on va faire un récap de toutes les questions qu'on aura eues pendant ce webinaire et on va essayer de faire des réponses et on vous enverra du coup une trace écrite comme un espèce de rapport sur l'entièreté du webinaire. Donc n'hésitez pas. Je vois qu'il y a une précision là, avec le matin, arrivé entre 8h et 9h30, départ entre midi et 13h, l'après-midi, arrivé entre 13h et 14h, départ entre 16h et 19h. Les plages fixes obligatoires le matin à 9h30 midi, l'après-midi 14h 16h. Si j'écris la suite, je suis pas sûr de comprendre la question, tu comprends? Alors moi non plus. Alors je pense que c'est savoir si l'employeur demande maintenant. Ah voilà. Ah c'est ça, oui, ok. Agent de maîtrise de devoir rester certains jours jusqu'à 18h. Alors déjà, du coup, c'est qu'on n'est pas sur une convention de forfait parce qu'on est sur de l'agent de maîtrise. L'agent de maîtrise ne peut pas techniquement être au forfait, ou s'ils ont mis au forfait, c'est qu'il y a un problème sur, sur la gestion, Contrat, ouais. sur le contrat, oui, sur la gestion en tout cas du temps de travail de ses salariés. Donc j'ai envie de dire, on est à l'heure, forfait heure. Normalement, tout ce qui est forfait jour, c'est sûr, il faudrait que je revérifie sur le forfait heure, parce que du coup, ça me met le doute par rapport aux agents de maîtrise, qui Ok. sont en fait un peu à cheval, en fait, c'est Ouais, il s'interprète un intermédiaire. peu entre les deux. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, à partir du moment où forfait, comme je le disais tout à l'heure, donc des plages, il y a pas de souci, mais à partir du moment où l'employeur, du coup, impose, des plages vraiment très restrictives, où au final on atteint les 35 heures, par exemple, là, dans ces cas-là, on n'est plus vraiment sur une convention de forfait. Donc en effet, on pourrait, ça serait discutable et parce que le principe d'une convention de forfait, de manière générale, c'est, le non-paiement des heures supplémentaires. Donc si en fait on estime qu'on n'est pas vraiment au forfait, dans ces cas-là, Mmh. on pourrait potentiellement saisir le conseil des prud'hommes pour un rappel de salaire sur les heures, supplémentaires. Donc estimer qu'on est des salariés payés à l'heure et non plus au forfait et demander le paiement, des heures supplémentaires, Ok. effectuées à partir du moment où, je vais enlever ça sinon ça va me perturber. Mmh. À partir du moment où, ces heures-là ont bien été commandées par l'employeur. Ok. La notion de demi-journée de congé est-elle compatible avec le forfait jour? Un cadre forfait doit-il poser une demi-journée de congé s'il quitte le bureau à 14h, alors que les heures de présence obligatoires sont définies de 9h à 18h? Alors oui, on doit poser une demi-journée. Comme je disais tout à l'heure, en fait, être au forfait ne nous dispense pas de faire des 35 heures par semaine. Donc à partir du moment où vous travaillez plus d'une journée, enfin pas une demi-journée, vous devez poser, une demi-journée. Ouais, et qu'importe l'heure à laquelle il partait. Ouais. S'il a coupé son après-midi en deux, il a quand même une demi-journée à poser. Logiquement. Ok. Alors pour répondre à la première la question sur, j'ai cherché l'information quand même, parce Ok. que pour être sûr. Ah oui, tout à l'heure. Sur les non, sur les enfin surtout Ouais. sur les conventions de forfait, agents de maîtrise, les conventions de forfait ne sont bien que pour les cadres ou les salariés ayant une réelle autonomie dans l'organisation de leur temps de travail, de leur emploi du temps. Ok. Donc à partir du moment où l'employeur fixe des plages trop restrictives, ce que je disais tout à l'heure, on pourrait légitimement penser qu'on n'est pas en présence d'une convention de forfait. Ok. Et dans ces cas-là, on utilise tous les mécanismes du paiement à l'heure, à savoir heures supplémentaires, etc., etc. Ok, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Nouvelle question. En cas d'obsèque du conjoint d'un membre du conseil d'administration qui ne fait pas partie du CSE, mais de celui d'un CSE du groupe, notre CSE a-t-il le droit d'acheter des fleurs sur le budget de fonctionnement, du coup, je suppose? Mmh. C'est une bonne question. Parce que typiquement, tu fais partie du même CSE. Alors, en cas d'obsèque du conjoint d'un membre du conseil d'administration qui ne fait pas partie du CSE, mais celui du CSE du groupe. Ouais, donc pas la branche dans laquelle il fait partie. Ouais, ça veut dire que du coup, si je comprends bien, et donc là, il va falloir écrire pour me donner un peu plus. On m'a dit non et j'ai remboursé l'achat. Du coup, si je comprends bien la situation, Je pense qu'il y a. c'est un salarié, du coup, enfin, qui fait partie du conseil d'administration du groupe,
mais qui ne fait pas partie de l'entreprise du CSE de monsieur ou madame Gallimand. Ouais, à mon avis, il fait partie d'un autre CSE que celui de... Oui, c'est ça, donc il fait partie du CSE d'une autre entreprise du groupe. Ouais, Et du coup, en effet, pour moi, ça passerait pas non plus. c'est pas Ouais, réellement un membre du CSE. Il y a 4 CSE. ouais, c'est ça. Oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a donc 4 entités Ouais. juridiques distinctes. Et donc, du coup, et après, il y a un comité de groupe, sans doute, a priori. Mais du coup, ouais, non, ça passerait pas non plus parce que du coup, il y a pas de lien. En fait, on pourrait acheter pour une couronne, par exemple, pour un salarié de l'entreprise qui vient de décéder. Mhm. Et encore, je prendrais pas forcément ça sur le budget de fonctionnement. Je prendrais plus Non, ça sur les, ouais, ouais, c'est plutôt ça sur de l'ASC. Ok. Pas encore moins du coup quand il s'agit quelqu'un comme dans le salarié d'un autre membre enfin d'une autre entreprise du groupe. Ok. Parce qu'il y a encore moins de liens avec ça. Donc en effet, pour moi, ça passerait pas. Faut savoir après qu'il y a un mécanisme qui existe, mais ça c'est sur le budget ASC, ASC activités sociales et culturelles. Donc, tout à l'heure je dis ASC, mais j'ai pas précisé ce que ça voulait dire. Du coup, c'est un mécanisme d'aide, mais ça c'est propre aux salariés de l'entreprise, du coup, où le CSE peut voter une aide exceptionnelle. Par exemple, si vous avez un salarié qui est en situation d'endettement ou qui vient de perdre sa conjointe ou son conjoint d'ailleurs, et qui, bah, voilà, au niveau des obsèques, il n'arrive pas parce que bah, on est sur des petits revenus et que ça peut être compliqué, le CSE peut voter cette aide exceptionnelle. Ça passe par un vote par contre, mais ça Ok. existe et c'est reconnu par l'URSSAF. Mais pour revenir sur, du coup, l'obsèque de conjoint d'un membre Ouais, du conseil d'administration, ça marche pas. si c'était le CSE, par contre, en question de la personne, l'autre CSE, du coup, du groupe, Ah, alors lui l'autre, aurait pu l'autre, utiliser son budget. il aurait pu, mais j'aurais pris sur ASC aussi. Ouais, c'est pareil, parce Ouais, que ça va. parce que sur le fonctionnement, on n'est vraiment pas sur du fonctionnement. Ok. Ça C'est n'a pas vraiment. d'utilité au CSE, quoi. Oui, c'est ça. En fait, le budget de fonctionnement, on l'utilise pour que le CSE puisse c'est vraiment fonctionner. Ok. Donc, à partir du moment où on n'est pas acheté une couronne, même si l'intention est louable, ça vient pas entraver enfin, ça aide pas le fonctionnement du CSE. Oui, pas de problème, Ouais, pas de souci. monsieur ou madame, c'est moi. Euh, Faudra juste. Bon, à la limite, ce que je vous conseille, je vais vous mettre le lien. On peut vous proposer un système de questions juridiques gratuites. Vous avez juste à Informer. remplir un formulaire. Bon, à la limite, moi, je vais noter que vous voulez une question. Et on va vous trouver un créneau, du coup, avec notre Mhm. équipe, donc Kevin, qui va répondre à votre question et vous donner plus d'informations, du coup, sur... Donc, qu'on puisse échanger un peu plus sur la situation en Ouais, question. complètement. Euh, Ok. D'autres questions, n'hésitez pas si vous en avez. Moi, j'ai une question, Kevin, sur le fonctionnement de Solucia. Parce que du Dis-moi. coup, c'est l'occasion, il reste 10 minutes, ça peut être l'occasion de vous parler un petit peu de Solucia et du fonctionnement. Parce que pour rentrer plus dans le détail, Solucia, du coup, accompagne les élus CSE, donc en passant par du renseignement juridique, de la protection juridique même, donc de la protection financière en cas de conflit, en cas de frais de justice, comme on a évoqué tout à l'heure. Et on accompagne également vos salariés, d'où aujourd'hui l'exemple des salariés, pour aller plus loin. Euh, sur quel budget passe Solucia, Kevin, Ah, ah. sur une offre dédiée aux CSE? Aux élus CSE ou aux élus CSE plus l'accompagnement des salariés? Ah, 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 ah. Si je suis élu CSE et je prends une protection juridique Solucia seulement pour, Pour le pour le CSE. bureau CSE déjà. Dans ces cas-là, tout passera sur le budget de fonctionnement. D'accord. Et donc, si j'étends l'offre à mes salariés et leur foyer, Et dans ces cas-là, il faudra penser à ventiler la prime, puisqu'on parle de prime en assurance, à la fois on pourra ventiler à la fois sur le budget de fonctionnement et sur le budget œuvre sociale. Puisque du coup, la partie œuvre sociale, on aide les salariés. Donc du coup, on doit prendre une partie sur œuvre sociale. Mais après, à partir du moment où une des finalités, ce que je disais tout à l'heure en termes de finalité, nous, notre contrat, il a une double finalité quand on prend les deux options. À la fois
accompagner le CSE, donc sur le fonctionnement du CSE, mais aussi accompagner les salariés. Donc, c'est un avantage pour les salariés. Et donc, dans ces cas-là, il faudra que ça passe une partie sur le budget de ASC. Ok. Et qu'importe le pourcentage. Idéalement, alors sur, du coup, quelqu'un qui a posé la question, ça tombe bien. En répartition, moi, généralement, j'envisage 60, enfin, je préconise 70%, 30%. Faut voir après donc sur quel budget on prend en fonction vraiment de l'utilisation. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez avoir une utilisation intensive, ou une bonne utilisation en tout cas de notre contrat, vous, en tant qu'élu, Mhm. dans ce cas-là, vous pouvez prendre 70% sur le budget de fonctionnement, 30% sur le budget ASC. Ok. Il n'y a pas de souci. Si vous savez que vous n'allez pas du tout utiliser, En tant qu'élu. ouais, en tant l'offre. qu'élu, l'offre et que vous l'avez pris essentiellement pour les salariés, ce qui s'entend et ce qui est louable, là, dans ces cas-là, on va avoir tendance à renverser. Dans ces cas-là, vous ferez plutôt 60-40 pour essayer de se rapprocher à du 50-50. Vous pourrez toujours prendre un petit peu plus sur la partie fonctionnement, puisque c'est là où vous avez de toute manière le plus d'argent aujourd'hui, sauf dans les entreprises où les CSE doivent faire pas mal d'expertise en dehors de toute consultation et donc non prise en charge par l'employeur. Ok. Voilà pour la petite précision, Solucia. De toute façon, l'idée, comme je vous disais, c'était nous, on va se re-regarder ce webinaire et essayer de vous faire un compte rendu tous les trois assez poussé de toutes les questions qu'on a pu Alors aborder moi, et Sabine, des j'ai une dernière recommandations. question pour toi. Ah, tu as une question Ouais, j'ai une question pour toi. pour moi? Ouais, pour toi, tu te rends compte? Quels sont nos prochains rendez-vous? Ah Ah, ah, c'est une bonne question. c'est une très bonne question. Attends, je crois qu'on a une question par contre. Je suis pas sûr de comprendre par contre. Euh, De Seymour Fred qui dit: «Pourrait-on avoir un un pourcentage de pourcentage sur l'utilisation?» l'utilisation, il n'y en a pas vraiment, c'est à la louche. Mais techniquement, si vous appelez au moins 2 fois par semaine, alors je vous donne des exemples, hein, 2-3 fois par semaine, il faut en fait derrière, je vous explique un peu comment ça se passe, il faut pouvoir derrière, nous, chaque année, on transmet l'état de consommation du contrat. Donc à la fois sur la partie fonctionnement et sur la partie salariée. Il faut qu'on puisse voir apparaître que vous utilisez. Il faut qu'on puisse voir, j'ai vu Florian, il faut que si on voit apparaître, voilà, qu'il y a les élus, si on voit apparaître entre les. Excusez-moi. Tu vas y arriver. Oui, Faut enlever les questions. je te remercie. Enlève les questions. Ouais, donc je disais, il faut qu'on puisse voir apparaître sur ce rapport-là que le CSE utilise le contrat. J'ai pas besoin d'avoir une utilisation ultra intensive, mais il faut qu'on voit que ce contrat vous serve. Si le contrat ne sert pas, c'est là où l'URSSAF va tiquer. OK. Il n'y a pas de pourcentage d'utilisation ou quoi que ce soit. Bah, aux salariés, moins quoi. C'est Oui, que si après, si les élus décident de mettre 10 sur le budget ASC côté salarié et 90 côté élu, à partir du moment où eux, ils l'utilisent c'est ça. En fait, plus on va prendre d'argent sur le budget ASC, sur le budget fonctionnement, plus il va falloir justifier. que ça a été C'est utilisé. ça. Si on met 90-10, Mmh. derrière l'URSSAF va dire, enfin, vous mettez 90%, mais vous faites un appel tous les 3 mois. Mmh. Alors que les Ouais. salariés, eux, Alors utilisent. voilà, c'est ça, c'est que ça passe moyen. OK. Après, je vous dis ça, le problème de l'URSSAF, c'est que chaque URSSAF, donc vous avez des règles que vous allez retrouver sur le site internet de l'URSSAF, et après chaque URSSAF a son application. Donc on peut se retrouver, on a des clients qui vont prendre tout sur le budget de fonctionnement par exemple, qui ont eu des contrôles URSSAF, et c'est passé sans problème, alors qu'il y a la partie salariée. Inversement, on va avoir des clients où l'URSSAF, sans pourtant faire de redressement, va dire attention, ça risque de ne pas passer l'année prochaine si je vous recontrôle et qu'on reste comme ça. Donc c'est pour ça, une utilisation, 70-30, on est bon. 70 fonctionnement, 30 ASC, c'est plutôt pas mal comme répartition. OK. On a une question de Florian Marie. Que Florian, Marie. Connais-tu Florian Marie? Il dit: «Si j'ai déjà une protection juridique à titre privé, est-ce que je peux cumuler avec l'offre Solucia?» Je vais laisser Juliette. Bien sûr, ça nous arrive quand même assez fréquemment. Quand la personne le particulier généralement a 2 protections juridiques, il peut les cumuler, les garanties sont cumulables. Attention toutefois, il faut vraiment prévenir les 2 assureurs de l'intervention d'une autre protection juridique justement pour permettre ce cumul en toute transparence. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, Kevin, en effet, Oui. on a des dates récemment qui vont arriver.
On sera présent à plusieurs salons solutions CSE. Pour rappel, les salons solutions CSE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est totalement gratuit pour les élus CSE. Vous avez juste à vous rendre sur le site de Solutions CSE et vous inscrire au salon qui vous intéresse. Et nous, on sera présent à 3 salons prochainement. Un qui a lieu à Paris du 19 au 21 septembre, donc assez rapide là. Et ça, où je donnerai une conférence. Oui, d'ailleurs, Kevin, tu as 2 conférences à Paris et une à Lyon. Donc, c'est la même. Ah, d'accord, ok. On sera également présent à Lyon du 5 octobre au 6 octobre. Et on sera aussi présent au salon Solutions CSE du Parc Astérix, donc à Pléi, du 12 au 13 octobre. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à vous inscrire ou à nous contacter pour qu'on vous donne plus d'informations sur ces salons et passer nous voir et avoir plus d'informations sur Solutia. C'est ça, il faut savoir que je serai présent tous les jours de ces salons. Et Donc, oui, et si si j'avais jamais poser des questions à Kevin. c'est ce que j'allais dire. Si vous avez des questions à ce moment-là, vous réfléchissez à des questions entre-temps, c'est avec plaisir que j'y répondrai lors de ces salons. Et pareil, je réinsiste sur le côté salarié. Si vous avez des salariés qui ont des litiges que vous avez pu rencontrer notamment durant l'été, parce que notre offre pour les salariés, elle s'applique sur tous les domaines de droit. Donc, un salarié qui a eu, on a donné l'exemple tout à l'heure d'un achat de voiture, mais ça peut être une location en vacances. Il a un litige sur cette location, il peut appeler celui-ci à tout moment et avoir des renseignements liés à son litige. On est à quelques minutes de la fin de ce webinaire. Je pense qu'il n'y a plus de questions. N'hésitez pas vraiment s'il y en a encore une. Il faudra juste ne pas oublier de prendre les coordonnées. Normalement, j'ai toutes les coordonnées dans les documents de présence. Monsieur Seymour Fred, vous pouvez indiquer votre numéro au cas où dans la conversation, si jamais il aurait malencontreusement sauté dans l'inscription. Et comme ça, on verra comment on organise Le rappel. ce renseignement juridique gratuit. Tout à fait. Voilà, ça nous mène à la fin de ce webinaire. Merci Kevin, merci Juliette Avec plaisir. pour vos présentations. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi à tous.